Bonjour, bienvenue sur le plateau de Canal Réel. Donc, pour cette troisième diffusion des films de Première Fenêtre, premier film, premier geste documentaire. Je suis accompagnée d'Agathe Bachelier qui a fait partie du comité de sélection de Première Fenêtre cette année et qui va m'épauler pour poser des questions aux cinéastes de la séance. Et donc, on est en compagnie de Denis Liakov qui a réalisé le premier film L'Annonce. Merci infiniment de ta présence et merci pour ton film. Bonjour, merci. Merci à vous. Une première question, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu du point de départ de ton film? Je crois savoir qu'il a été fait dans le cadre d'un cours avec Claire Simon, un peu nous parler des circonstances de départ. Tout à fait. J'ai eu cette idée de faire un film sur ma maladie, sur mon vécu depuis très très longtemps. Mais je ne savais pas quelle forme devait prendre ce film. Ça doit être un film de fiction, un film documentaire ou peut-être un podcast. Je ne sais pas, c'est très populaire aujourd'hui. Et après, je me suis inscrit en cours de Claire Simon qui s'intitule « Je suis malade ». Et là, c'était vraiment un point de départ de concrétisation de ce film, de ce projet. On a vu beaucoup de films avec Claire Simon. On a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi sur les formes. Et ça m'a donné des idées. Et je me suis dit que je vais essayer. Et est-ce que du coup, ce film a été fait dans le cadre du confinement, j'imagine, au premier confinement. Et est-ce que tu penses que ça t'a forcément influencé dans la forme, ou est-ce que c'est justement la manière de mettre des voix en avant, et la voix de ta mère surtout, et la place de la voix de ta maman, ça a été influencé par ça, ou c'est un choix aussi, c'est devenu un choix en tout cas? Juste, je complète juste, est-ce que tu l'as écrit avant le confinement ou est-ce que vous l'avez écrit pendant aussi? Tout d'abord, en fait, ce film n'a pas été écrit. Genre, j'ai pas fait en sorte de dossier, même pas une note d'attention. Et juste au début, je me suis dit que ce serait intéressant d'enregistrer ma mère, qui me dit ce qu'elle a pensé de ce jour où je suis venu il y a 5 ans d'annoncer ces 2 nouvelles. Et au départ, je pensais que ça peut être plutôt en sorte de repérage, cette conversation, qu'elle va me donner des idées pour la forme. Mais finalement, j'ai fait un petit montage parce que la contrainte, c'était que le film ne devait pas excéder 10 minutes. Mais quand même, j'ai eu finalement 2 heures de conversation. Et c'était beaucoup. Et donc, ça a pris énormément de temps d'écouter ces 2 heures parce que quand on fait un film autobiographique, c'est pas si facile de regarder, d'écouter les rushs et d'être en face du miroir. Ouais. Et après, effectivement, c'était le confinement et je me posais beaucoup de questions sur le visuel, sur le champ visuel de ce film, de ce projet. Et au début, je voulais sortir à Paris, tourner quelques endroits. Mais j'ai commencé dans mon appartement. J'ai commencé à filmer des objets, des situations qui me rappellent ce jour où ma vie, qui reflète ma vie. Et petit à petit, j'ai réalisé que non, en fait, il y a un fort lien entre le confinement et la situation que j'ai vécue, une sorte d'enfermement dans un appartement, dans une chambre. Et oui. Et en fait, ma mère, dans le film, elle fait un lien entre le coronavirus et le VIH. Et donc, en fait, c'est juste après, au cours de la création, j'ai senti qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en commun entre la situation qu'on vit aujourd'hui et ce que j'ai vécu il y a 5 ans. Et du coup, tu commences à filmer dans ta chambre. Et est-ce que c'est les paroles de ta mère qui convoquent les images? Ou est-ce que c'est les images que tu fais aussi qui te permettent de choisir, de sélectionner certains moments de la conversation? Dans quel sens un peu ça s'articule et comment tu commences à monter? Et
C'était intéressant parce que en écoutant voilà, le discours que ma mère a fait, parce qu'en fait, au début, je voulais faire un échange avec elle, mais finalement, elle a parlé beaucoup. et c'était chouette, mais en fait, pendant ces 2 heures de conversation qu'on a fait, elle n'a jamais prononcé l'homosexualité et le VIH. C'est 2 mots clés qui caractérisent mon discours, ma vie, mon vécu. En fait, et je me suis dit, c'est quand même fou qu'en fait, on a passé 2 heures à se parler. Elle n'a jamais nommé ces choses. Et devant moi, je voyais que je devais expliquer quelque chose au spectateur, parce que c'était pas très évident. Ok, elle parle des mystères. Le premier mystère, c'est celui de ma vie personnelle. Ok, on peut avoir des doutes, mais après la maladie, il y a beaucoup de maladies. Et c'est pourquoi j'ai fait quelques plans qui pouvaient expliquer que, voilà, effectivement, ce n'est pas une maladie lambda, mais c'est le VIH. Et est-ce que tu as eu l'impression du coup que faire ce film, c'était un film clé pour toi dans la suite de ta vie de cinéaste, vu que c'est aussi un film pour toi et pour parler de quelque chose d'important pour toi aussi et que tu nous partages. Et du coup, est-ce que ça t'a comme débloqué quelque chose et pour ton premier film, en tout cas pour la suite? Tu as l'impression d'avoir posé les bases et de maintenant t'être libéré de quelque chose pour pouvoir reparler de ça ou d'une autre manière ou... Absolument, tout à fait. Parce que, donc, en fait, j'ai vécu 23 ans en Russie et c'était pas très évident de vivre en tant qu'homosexuel et séropositif. Et là, après que j'ai déménagé en France, j'ai commencé à en parler plus librement. Mais effectivement, même si on dit que tout va bien, que voilà, j'ai déjà vécu ça, en fait, c'est dans le passé, mais non, en fait, il faut toujours en repenser. Et je pense que ce film, c'était une sorte de libération pour moi, parce que j'ai fait mon coming out, si on peut dire comme ça, mon coming out public, même si je ne suis pas quelqu'un de connu, mais en fait, ça m'a aidé à m'accepter et dire que, en fait, c'est pas grave, hein, qu'en fait, j'ai plus envie de cacher ma nature, voilà, qui je suis, et dire que, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien de grave et que, voilà. Je reviens à ce que tu disais avant sur le fait qu'elle prononce jamais homosexualité et VIH dans sa discussion. C'est très fort, on dirait un choix formel de ta part. On se demande si tu as coupé ou pas. Et en même temps, le mystère est très intéressant. Et que du coup, à l'image, il y a comme une réponse de ta part, une réponse de cinéma quoi, et de cinéaste, qui est très forte. Et je me demandais si tu pouvais nous parler un peu de comment tu as choisi de filmer ces objets-là. Il y a un côté très bricolé, on voit juste tes mains, on voit jamais ton visage. Si tu avais un peu des films en tête, des inspirations... Voilà, c'est aussi un héritage d'un cinéma qu'on connaît, qu'on aime beaucoup. Et, même si j'ai beaucoup pensé au plan que je voulais faire, mais finalement, c'était vraiment la logique de bricolage, parce que je cherchais des objets qui pourraient montrer ce que je voulais dire ou accompagner le discours de ma mère. Et effectivement, chaque petite chose, soit était filmé pour expliquer quelque chose, soit parler de quelque chose de manière plus en direct. Et ouais, voilà. Merci. On a peut-être plus de temps pour une dernière question. Je ne sais pas si tu veux la poser, Agathe. Moi, je me posais la question aussi vis-à-vis du montage. Si pour toi, justement, tu dis que vous avez parlé pendant 2 heures, il y a une longue discussion où tu t'es rendu compte de la place que prenait ta mère dans ce discours et dans ce que tu voulais dire. Et est-ce que du coup, tu t'es pas posé la question de comment toi prendre ta place dans ce film en la rappelant une nouvelle fois, en tout cas de comment tu voulais changer cette
cette matière brute, du coup, ou comment tu voulais justement la garder pour faire face à la réalité qui était qu'elle a compensé, en tout cas, elle a parlé de longues heures pour toi? Effectivement, ma mère a pris beaucoup de place et je la remercie pour ça parce qu'elle a beaucoup parlé, elle a parlé très librement. En fait, j'ai été même surpris qu'elle a accepté cette proposition d'en parler même 5 ans après les faits. Mais je sentais que même si j'essayais de dire quelque chose, de contredire pendant cette conversation, mais je voulais laisser la parole à ma mère parce que je trouve que c'était essentiel pour elle aussi. Et après, effectivement, mon point de vue, c'était dans le champ visuel, le choix des objets et le montage. Parce que même si j'avais des idées, des plans, en fait, le montage, c'était nécessaire pour redonner du sens à ce discours, à ces images. Et effectivement, pour moi, je voulais faire de cette conversation et de ce film un discours politique. Parce que pour moi, je trouve que, même aujourd'hui, même en France, on dit que ok, tout va bien, qu'en fait, on n'est pas dans les années 90 ou 80. Mais non, en fait, c'est juste, voilà, les masques. En fait, le masque blanc avec cette photo sur un plan, en fait, pour moi, c'est essentiel dans ce discours. Parce qu'en fait, tout le monde porte des masques. Et même si on dit que, ok, il n'y a pas beaucoup de violence, etc., on dit que, ok, tout va bien, on l'accepte les gens. Mais non, pas du tout. C'est juste que les gens, ils doivent porter ces masques et on ne savent même pas. Et par ce film, par ce geste, je voulais me libérer, d'abord parce que c'était très important pour moi, mais après, peut-être, voilà, donner de la force aux autres pour dire voilà, qu'il faut qu'on s'en parle, qu'on soit plus ouvert, qu'on soit plus tolérant, même si le mot, la tolérance, je ne trouve pas que c'est un bon mot, mais il faut plus d'humanité dans nos rapports et dans l'acceptation. Et voilà. Merci infiniment pour tout ça, merci pour cette force, merci pour ce film. On va pouvoir passer à la cinéaste suivante, donc à Zoé. Et puis, bonne route à ton film. On espère que tu pourras aller loin et parler à d'autres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci pour tout. Donc Zoé, pour Wadi Janan, que tu vas peut-être reprononcer comme il faut et nous expliquer ce qu'il veut dire. Bonjour, bienvenue, merci pour ton film d'abord, mais on peut commencer par le titre. Oui, bonjour, merci de m'accueillir ici. Du coup, Wadi Jahannam, ça veut dire la vallée de l'enfer, que j'ai mis en sous-titre du film. Au début, j'avais choisi de mettre le titre en français, mais finalement, je le préférais en arabe parce que c'est vraiment le nom qui est utilisé dans la région, du coup. Et c'est du coup un lieu où travaille Hicham, le personnage que j'ai suivi, dans son recensement des plantes de la région. On peut peut-être tout de suite commencer avec ta rencontre avec Hicham et savoir un peu comment l'idée d'un film est née avec lui, ensemble. Voilà, si tu peux nous parler de ça. Du coup, en fait, j'ai été en échange dans une école à Beyrouth en 2018, du coup pendant 6 mois, et c'est là que j'ai rencontré Hicham, donc on est devenus amis. C'était un super ami de mon coloc, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré. Et on est partis plusieurs fois en rando ensemble, et à chaque fois, il nous parlait de ses plantes, du coup son métier revenait souvent, et il avait aussi il nous racontait plein d'histoires, du coup, qui lui étaient arrivées dans le cadre de son métier. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup d'en apprendre, en se baladant dans un territoire et en regardant les plantes, d'apprendre un peu des choses sur le passé de ce territoire, juste en regardant du coup la nature. Et je trouvais que son métier du coup était, dans les histoires qu'il racontait, il y avait toujours le contexte politique qui revenait,
un peu malgré lui. Et du coup, voilà, après, je suis rentrée en France. Et c'est en France que je me suis dit que j'avais envie de retourner là-bas pour faire un projet avec lui. Et du coup, le filmer et partager un peu son métier que je trouve hyper important. Et du coup, et justement, quand tu nous parles du côté politique qui revient souvent, malgré lui, malgré toi aussi, et du coup, qui a une place importante dans le film dès le début, par les anecdotes qu'il nous raconte, la rigidité du pouvoir, les militaires et tout ça, à quel moment tu as choisi, comment tu as créé justement un montage un peu et dessiné la place que ça allait prendre justement dans ton film, sans que ça prenne trop de place sur le métier aussi que tu voulais montrer de ton personnage? Au montage ou à l'écriture, bien sûr. Enfin, si c'est déjà pensé tel quel. En fait, déjà, je ne l'avais pas beaucoup écrit avant de partir. Et aussi, pendant le tournage, il y a eu beaucoup d'événements qui sont venus chambouler le tournage. Donc déjà, on est tombé malade au début. Ensuite, il y a eu ces gros incendies qui ont décalé notre départ. Puis, les premières manifestations qui ont prolongé notre séjour dans la montagne et raccourci le tournage, enfin, d'autres choses qu'on devait tourner. Et du coup, il y avait ce contexte politique qui est tellement changeant à ce moment-là, au moment du tournage, donc en septembre 2019, fin septembre 2019, que quand je suis rentrée et que j'ai commencé à tout dérocher, j'étais encore plongée dans cette ambiance-là d'euphorie révolutionnaire un peu, et qui m'avait vraiment, qui était hyper marquante à ce moment-là. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'ancrer le film dans ce contexte temporel-là. Donc c'est pour ça que j'ai intégré la révolution à la fin. Ça se sent très fort, des fois par des tout petits plans aussi. Je pense à ce plan dans le journal où il y a les fleurs séchées et tu ouvres et il y a ces images d'actualité qui prennent beaucoup de force, beaucoup de place. Et aussi par cette séquence introductive, alors pas complètement, mais où il parle beaucoup. Et que lui, dans son discours, il est très politisé et que s'infuse après tout son discours et toutes les tensions, des anecdotes de ses voyages, de ses randonnées, et qui parle de son pays justement dans la vallée et dans l'endroit où vous êtes à ce moment-là. Donc, et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vallée justement et quelle place elle a eu pour toi, cette envie de la filmer et de cette séquence en même temps, comment, parce qu'il y a une vraie structure là-dedans, je ne sais pas combien de temps exactement dure cette première séquence où il parle beaucoup comme ça, et de faire ce choix de le laisser parler et puis ensuite d'aller ensemble dans la vallée. Ouais, du coup, la séquence où il parle, elle est extraite d'un entretien qu'on a fait où il me racontait, il avait une dizaine d'histoires, donc c'était un entretien d'1h30. Donc j'ai choisi une des histoires qui permettait aussi un peu de placer un contexte de travail. Donc c'est un moment où il travaillait avec les Nations Unies. Voilà. Et du coup, ensuite, j'avais jamais été dans la vallée de l'Enfer du coup, avant ce tournage. Mais il m'en parlait vraiment comme un des derniers lieux qui était préservé dans le pays. Donc c'est dans la région de Akkar, au nord du Liban. Et oui, c'est un lieu où il y a très peu d'urbanisation. Il y a juste un village à l'entrée. D'ailleurs, il me disait que c'était pour ça que ça s'appelait la vallée de l'Enfer, parce que c'était hyper escarpé et du coup très difficile d'accès. Et lui, c'est un endroit qui lui tient vachement à cœur parce que, étant donné que c'est très préservé, il espérait, grâce à son métier de botaniste et de recensement des plantes, en faire une réserve naturelle en demandant aux habitants et habitantes de participer au projet. Donc c'est resté à l'état de projet parce que c'est une région, une vallée qui a malheureusement brûlé en grande partie là en novembre cette année, du coup, 1 an après le tournage. Voilà. Donc ça constitue un peu aussi une archive en quelque sorte de ce lieu pour vous, j'imagine. Mais du coup, et par rapport à votre relation à tous les deux, en tant que toi, cinéaste, et lui, de ton personnage, du coup, même si vous étiez amis avant, comment s'est construit face caméra et comment est-ce que toi, tu as réussi à placer la caméra entre vous, alors même que tu ne te caches pas non plus, parce qu'on te voit lui redemander de te montrer des plantes. Comment est-ce que votre trio, du coup, s'est créé pendant le tournage ? Alors déjà, c'était la première fois que je faisais donc un film documentaire comme ça, en suivant un personnage. Et ce qui était pas mal, c'est que avant de partir dans la montagne, je suis restée un moment chez lui, je logeais chez lui en fait, avec ses colocs, et du coup, ça a permis un peu de placer la caméra dès le début du tournage dans un quotidien.
Et donc ça nous a permis à tous les deux d'être plus à l'aise dans nos rôles devant et derrière la caméra. Et ensuite, quand on était dans la montagne, du coup, on était quand même dans le cadre de son métier. Enfin, lui, il était là pour travailler. Donc, j'essayais de m'adapter un peu à ce qu'il devait faire, enfin, ce qu'il avait l'obligation de faire, du coup. Et c'était assez physiquement compliqué, dans le sens où on marchait toute la journée, on se levait très tôt, c'était pas des chemins balisés du tout. Et du coup, ça se ressent un peu dans l'image et beaucoup dans le son, je pense, ces images qui bougent, parce qu'en fait, c'est une pente très raide. Mais ouais, voilà. Ça me fait penser à une petite séquence où il y a un truc de recherche aussi, où toi-même, on dirait que tu l'aides à chercher, où tu comptes avec ta caméra des petits bosquets, on comprend pas très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette séquence et de ce choix de l'avoir laissée? Est-ce que c'est des choses que tu as fait de manière récurrente et que tu as laissé seulement celle-là, ou est-ce que... Voilà, non, ça on avait fait une sorte d'échange où du coup pendant le tournage, je devais aussi le filmer pour qu'il envoie à des gens qui l'avaient financé un peu un film de lui en train de travailler. Du coup, c'est la séquence où il compte. Enfin, il compte pour de vrai, mais c'est aussi voilà, pour ses financeurs. Et après, il m'avait demandé, quand il était en train de compter, il m'avait demandé de compter aussi pour vérifier qu'il comptait bien mon nombre, parce que ça servait, ces chiffres. Et du coup, j'ai filmé, je sais pas, j'ai fait un peu ça comme ça, et en fait, j'aimais bien. Oui, c'est super. Ça marche très bien. Agathe, on a le temps pour une dernière question. Je sais pas, peut-être toi, s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter sur le message, peut-être... Oui, peut-être parler de la fin aussi, de ce choix de mettre... On se demande si c'est monté, si vous avez travaillé ou pas, mais tu nous disais en introduction qu'en fait non, vous avez vraiment été retenu dans la montagne, parce que le film soudain a une valeur aussi introductive à cette année, ces 2 années que le Liban vient de traverser, de crise en crise, et de finir par ces images de ville, des champs, de la manifestation. C'est des choses que tu as filmées avant, pourquoi tu les mets à cet endroit-là? Du coup, ça respecte un petit peu la chronologie du tournage quand même, parce que donc il y a eu cet appel que j'ai filmé un peu par hasard, où il y a son colocataire qui lui apprend ce qui est en train de se passer, parce que nous, on n'avait pas trop accès à Internet, donc on ne se rendait pas du tout compte. Du coup, comme ce que je disais au début, je tenais vraiment à mettre ces images de révolution, parce que ça a tellement imprégné toute cette période-là. Et en même temps, je n'avais pas envie de trop développer non plus, parce que finalement, j'étais restée que 5 jours, et que c'est des manifestations qui ont duré plusieurs mois après. Et du coup, c'était une manière de dire, OK, ça existe. Et c'était une euphorie vraiment incroyable quand c'est arrivé. Et quand tu dis que tu es resté que 5 jours, c'était dans la vallée? Alors, dans la vallée, on devait rester 4 jours. On est resté, je crois, 6 jours finalement. Heureusement, il avait caché des boîtes de conserve là où il campe. Du coup, on a pu avoir à manger. Et le tournage en tout, il a duré 3 semaines. Du coup, j'ai passé après 1 semaine à Beyrouth au moment un peu moins, des manifestations. Super, merci infiniment pour cette rencontre. Merci avec Hicham et avec toi. Et à bientôt. À bientôt. On passe donc au film suivant, Tony. C'est Alexandra qui nous rejoint sur le plateau. Et on passe de la vallée de l'enfer à l'enfer d'un supermarché. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Eh bien, peut-être qu'on peut commencer avec avec peut-être une question, qui nous a trotté un peu dans la tête quand on a tous vu ton film, et surtout ce lieu. Pourquoi le choix de ce lieu, en fait? Est-ce qu'il accompagne un propos important de ton film, ou est-ce que, en fait, comment est-ce qu'il a pris place dans la construction de ton film? Ouais, le choix du supermarché, c'était une idée avec laquelle j'avais envie de travailler depuis un moment, pour plusieurs raisons, des raisons personnelles, mais aussi des raisons plus larges, dans le sens où ça m'a toujours évoqué un endroit hyper impersonnel, parce que c'est un endroit où des gens se croisent, se ratent, tout le monde est dans la préparation de son cocon, préparer sa soirée, faire ses courses et tout. Et à la fois un lieu très intime dès lors qu'on commence à regarder les gens. C'était
c'est pour ça que j'avais pensé au supermarché. Et après, j'ai vraiment voulu... Quand j'ai pensé à l'idée de travailler avec des images de surveillance, c'est devenu d'autant plus évident que je voulais vraiment créer comme une sorte de monde qui n'était que celui-là, dans un supermarché. Ouais, c'est très beau ce truc de... à la fois des caméras de surveillance super impersonnelles et de soudain plonger dans cette idée qu'il existe un récit et une histoire dans chaque personne aussi qui est là. Et donc avec ce personnage que tu connais, ce Tony, est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu du texte qui est lu, s'il il préexiste au film, s'il est écrit pour le film, comment il vient dans ce projet? En fait, le texte, il a été écrit donc, par moi et après avoir... en fait, la première chose qui m'a inspirée, c'était les images que je trouvais en ligne. Donc avant même de savoir ce qu'allait raconter ce personnage, qu'est-ce qu'il allait voir, etc., j'ai regardé les images, j'ai réfléchi aux images, j'ai réfléchi aux gens que je voyais et je réfléchissais à des anecdotes personnelles aussi. Et du coup, il est un peu arrivé, il est arrivé hyper vite ce texte. Je l'ai écrit et puis comme on était dans ce cadre très sécurisant de l'école et tout, je l'ai pas vraiment remis en question. Je l'ai filmé direct et puis voilà quoi. C'était... Okay. Et toutes les images qu'on voit sont glanées du coup sur internet. Ouais, absolument. Okay. Ouais. Tu filmes rien. En fait, je l'ai filmé lui sur un fond vert et puis j'ai incrusté dans les images de surveillance, mais j'ai rien filmé. Justement, est-ce que ce film il a un contexte aussi donc tu le fais à l'école, il est dans un cours peut-être en particulier? Ouais, c'était un workshop avec un artiste qui s'appelle Arnaud Dezoteux qui fait presque toutes ses œuvres sur fond vert. Et qui réfléchit vachement au lien entre la représentation, la fiction, la réalité, la représentation de soi dans le jeu, etc. Et en fait, cette opportunité du fond vert, c'était... je pensais pas, en fait, que je ferais un film vraiment qui mêlerait cette histoire de ce personnage seul, errant et tout, à cette envie de travailler avec des images de surveillance. Et en fait, de pouvoir faire des choses sur fond vert, ça m'a permis ça, quoi. C'était... chouette. Et c'est lui qui d'ailleurs c'est lui qui joue dedans, qui incarne, ouais. Il y avait personne et puis je lui ai dit tu peux faire le mec s'il te plaît. Il a dit oui. Et comment vous avez travaillé du coup? Je connais rien mais à partir des images tu savais déjà dans quel univers du coup il allait être, ouais. Pour ses déplacements, ses regards, ses positions et tout. Comment vous avez travaillé un peu ensemble ça? Pareil, j'ai été inspirée par les images que je trouvais en ligne et puis après je tenais aussi vachement à cette idée de un peu d'apocalypse. Pour moi, si c'est comme une sorte d'apocalypse, même si je parle d'ouragan, mais y a un truc où, de toutes les manières, à la fin, tout est fini, quoi. Tout va disparaître, donc en fait, quelle importance, tu vois. Et du coup, je pense que je l'ai pas mal briefé dans ce mood-là et tout, parce qu'au début, on était plus dans un truc ludique où il voulait un peu jouer avec les personnages qu'il y avait autour et tout, et j'ai essayé de mettre... De creuser cette histoire de distance et de presque fantôme en fait, parce qu'il est là mais il est plus là, et puis en fait c'est pareil pour tout le monde qui voit, je pense, au bout du compte, parce que tout le monde disparaît et puis... c'est très sombre. C'est très sombre, mais en même temps c'est justement contrasté avec, comme tu dis, ce côté ludique qui, même si tu l'as proposé, je trouve qu'il reste quand même l'absurdité en fait de la situation. À la fin on voit qu'il y a un message politique fort quand même. Moi, ça m'a un peu projeté dans filmer l'invisible d'une personne complètement anodine qui, nous tous en fait, mais juste qui, quand tu choisis de poser ton regard sur cette personne, elle devient quelqu'un en fait, peut-être, grâce à la caméra et en l'occurrence au dispositif. Et du coup, le côté ludique, si c'est lui, du coup, tu disais qui a... Non, en fait, c'est quand je lui ai lu le texte, etc., lui, il y avait ce côté ludique, mais je pense qu'au début, on n'était que là-dedans. Et lui et moi ensemble, donc en fait on a trouvé le ton aussi en jouant ensemble, mais effectivement en fait ludique est aussi dans sa manière à lui de percevoir les choses, parce que donc j'imaginais ce personnage très seul, mais j'imaginais aussi quelqu'un qui se crée des liens invisibles avec des gens et qui par ces liens réussit pas à combler sa solitude, parce que c'est pas le but, mais à la maîtriser en fait, comme si c'était quelque chose à maîtriser, avec laquelle jouer, etc. Et du coup, je tenais quand même à ce décalage entre le peut-être le plus lourd mais aussi l'anecdotique, le ludique, ouais, léger, quoi. Ouais, ça fonctionne très bien dans le film. Et ça va assez loin quand même. Tu as des propos assez sombres, mais justement dans
la fuite à un moment du supermarché, scène un peu étrange comme ça où tout le monde part. Donc il y a le récit comme ça qui prend le dessus avec cette histoire d'ouragan, de tempête, et en même temps on sent qu'elles ont une autre valeur. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce choix de l'avoir mis là? Elles ont une tension qui dépasse, qui va bien au-delà, je trouve, du récit que tu racontes et qui réancre complètement dans le réel aussi à ce moment-là. Et si tu peux nous parler un peu de ce choix et de la valeur que tu leur donnes. De nouveau, je trouvais... j'ai pris du plaisir et de beaucoup d'intérêt à voir comment je pouvais transformer ces images de surveillance. Et en fait, c'est des images dont on a tous vraiment l'habitude. C'est une esthétique très particulière, ça a des fins particulières. Souvent, c'est pour maîtriser quelque chose, maîtriser quelqu'un ou maîtriser une situation. C'est une forme de contrôle, quoi. Et là, en l'occurrence, il y a une fusillade. C'était une image que j'avais trouvée on voit pas en fait, mais on entend quelqu'un qui tire et puis tout le monde qui part en courant et à ce moment-là j'avais vraiment envie de réécrire toutes ces images, les réécrire, leur donner une peut-être comme faire entrer une forme d'intimité dans ces images qui sont même pas vues en fait plus, parce que de plus en plus c'est des algorithmes qui lisent ces images, on les voit plus ces images de surveillance, ces gens-là on les voit pas, quoi. Et de tourner ça à travers les yeux de ce personnage, je trouvais que c'était lui mon moyen de pour moi lire ces images différemment et les transformer, quoi. Sortir de ce truc de surveillance justement. Est-ce que tu as pensé à un moment à rester dans le huis clos du supermarché justement, et à quel moment tu t'es dit que tu voulais rajouter cet extérieur en fait et du coup sortir de cette intimité aussi en quelque sorte? Ouais, comme tu disais plus tôt, c'était aussi rappeler en fait, oui, il y a ces gens et puis ils trouvent du réconfort dans la contemplation de ces gens-là, mais en fait quand tout le monde rentre chez soi et qu'en fait quand on n'a pas de chez soi ou qu'on n'a même pas, parce que peut-être qu'il a un chez soi d'ailleurs, on ne sait pas en fait, mais quand il n'y a pas de personnel ou d'intime à soi, qu'est-ce qu'on devient quand tout le monde autre disparaît, quand c'est seul qui nous permettent encore de vivre. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'était complètement ça mon idée en fait. Qu'est-ce qui devient quand en fait le supermarché ferme et qu'il n'y a plus personne à regarder en fait? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu continues de le regarder. On a juste une dernière question à te poser. On doit être déjà filé. Mais est-ce que c'est une matière que tu vas réutiliser? Pas forcément ce film-là, mais je veux dire les images de surveillance. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas poursuivre dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui ça a l'air de travailler beaucoup? Est-ce que tu vas continuer de travailler avec ce matériau-là? Les images de surveillance, peut-être pas, mais en fait, j'aime beaucoup travailler avec des images qui existent déjà. Donc, là, typiquement, j'aimerais bien travailler avec des images de films de famille qui ne sont pas les miens. Mais peut-être faire ressortir une sorte de récit commun à travers des choses filmées par tout le monde, mais qui sont, qui sont à la base très intimes, mais qui deviennent complètement universelles. Et en fait, vraiment, ce lien entre l'intime et l'universel, c'est quelque chose que je vais continuer de travailler à travers des images préexistantes, ouais, je pense. Beaucoup. Super. Bon, on a hâte de voir la suite de ton travail. Merci. Grand merci. Et donc, on invite Calypso à nous rejoindre pour parler de son film. C'est ainsi qu'on va vers l'été. Bienvenue Calypso, merci beaucoup de ta présence, de te prêter à l'exercice. Eh bien, petite question générale pour démarrer. Est-ce que tu peux nous parler du point de départ de ce film? C'est un peu large, j'imagine, vu le sujet et l'intimité débordante, mais... Non, mais alors le point de départ... L'envie et peut-être les circonstances aussi, ou les contraintes de démarrage, je ne sais pas dans quel cadre ça a été fait. Oui, le cadre dans lequel ça a été fait, c'est dans le cadre des ateliers Varan, d'un atelier de pratique de réalisation de films documentaires. Et j'ai su assez vite quand même que je voulais faire ce film, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais déjà photographié Kani et ma mère quelques années auparavant, dans le cadre d'un reportage photographique que je menais sur les auxiliaires de vie et que j'arrivais pas à mener à son terme, mais j'arrêtais pas. J'ai photographié d'autres auxiliaires de vie et d'autres personnes qu'elles accompagnaient, et je revenais sans cesse à la série de photos initiale, qui était la série de photos qui concernait ma mère et Kani. Et quand je suis arrivée à Varan, j'avais laissé les choses ouvertes. J'étais pas sûre de faire ce film-là, d'autant qu'on avait un thème qui était le thème de l'après.
et que cette formation est arrivée juste après le premier confinement. Elle a même été décalée un peu, on n'était pas sûr qu'elle arriverait à se tenir. Et il se trouve que l'hôpital dans lequel était ma mère avait fermé donc de longues semaines précédant le premier confinement. Enfin, ils ont été confinés avant nous, ils ont été déconfinés après nous. Et qu'elle a eu la Covid et qu'elle a failli mourir à ce moment-là. Et que quand le thème de l'après est arrivé, je me suis dit, bon, ça serait quand même difficile de passer à côté de ce film. Et que j'avais très envie aussi de filmer cette relation, qui est une relation que j'ai toujours trouvée extraordinaire. Et que j'avais envie de lui donner une place. Et que je me suis tout à coup dit que sa place, c'était celle d'un film, sans doute, et peut-être pas celle d'un reportage photographique. Et justement, quand tu parles du coup du thème l'après, c'est vrai que quand on voit ton film, on a l'impression que c'est un peu un moment clé pour toutes les trois, en fait, de votre lien aux trois, entre ta maman, l'auxiliaire et toi. Et même pour l'auxiliaire, quand on voit justement, elle range dans la maison et que tu lui dis, tu as passé beaucoup de temps aussi, qu'est-ce que ça te fait ? Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là, quand est-ce que toi aussi, tu as décidé de toi t'y mettre, de te positionner au moment du montage ? Ouais. Alors, ça a été compliqué, la question de ma place, que je l'ai beaucoup éludée. Je sais que quand j'en parlais, même du projet de ce film, j'ai commencé par dire je voudrais faire un film sur une auxiliaire de vie et une personne en unité de soins de longue durée. Il se trouve que c'est ma mère. Voilà, bon. Et à un moment donné, on m'a fait remarquer, mais moi-même, dans mon discours, je voyais bien que quelque chose clochait, que j'allais quand même difficilement pouvoir faire l'impasse du fait que c'était ma mère et que ça engageait beaucoup aussi mon histoire. Enfin, qu'il est question de mon histoire aussi. Donc ça s'est fait, je dirais, petit à petit. C'est-à-dire, je savais qu'on allait vers l'été, qu'il y aurait de toute façon une histoire de tri des vêtements. Donc ce serait sans doute la première séquence du film. Et c'est d'ailleurs la séquence d'ouverture. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà repéré, parce que je les vois régulièrement, donc je sais de quoi sont faites leurs journées. Et je dirais que le point de bascule dans le film de ma présence, c'est le moment où on est dans le jardin. Et ma mère a un trou de mémoire et j'interviens et je cite une compagnie aérienne dans laquelle elle a travaillé, dont elle ne se souvient pas, je dis Skyways. Et moi-même, je ne m'attendais pas du tout à prendre la parole. Je savais qu'à un moment donné, il faudrait que je résolve ma place dans le film et sans doute que je y sois davantage. Et j'avais même l'idée d'une séquence où je serais seule avec elle, mais je le repoussais. En fait, j'attendais vraiment... un peu le dernier moment. Et à partir de là, c'est devenu possible. Quelque chose s'est passé, en fait. J'ai trouvé la porte d'entrée pour entrer en relation. Même si j'y étais déjà, au fond, en relation. Mais en tout cas, signifier ma présence. Et après, il y a eu donc cette scène d'anniversaire... Voilà. Le basculement est plus évident. Oui, il est plus évident. Voilà, exactement. Tu la nommes, mais c'est vrai que c'est ce jeu des déplacements permanents. On est nous-mêmes déplacés. Je sais pas, justement, c'est peut-être une question de comment tu as pensé un peu le film pour les autres aussi, pour le spectateur. Mais c'est vrai que déjà cette séquence introductive où on ne sait pas trop vers qui on va aller. On a l'impression de faire le portrait d'une grande bourgeoise. Il y a de la moquerie un peu dans l'air, très tendre, mais quand même. Et puis toi, ce regard qui est très présent, très intime. Et soudain, on se rend compte que cette intimité-là, ce n'est pas une intimité d'une proximité quelconque. C'est autre chose. C'est un lien de filiation. Et du coup, ce que tu nous racontes là, c'est que c'est venu chronologiquement et que soudain, toi, tu t'installes dans le film et que tu acceptes d'être nommé, de prendre la parole, ouais, tout à fait, ouais. de tendre la main. Et comment ça se travaille, ça ? Après, comment on peut changer au fur et à mesure d'un tournage sa propre place ? Quelles étaient tes craintes peut-être de ça ? Je savais que je ne voulais pas faire un film, que le cœur du film, c'était leur relation à elles deux. Mais il se trouve que c'est une relation à trois, parce que moi, j'accède beaucoup à ma mère par la présence de Kani aussi. Donc je l'avais quand même en tête, le fait qu'à un moment donné, ma place, il faudrait que je la prenne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même une scène où je suis seule avec elle, où Kani n'est pas là. Voir ce que ça fait. Et j'y suis allée une première fois seule. Je me souviens, j'ai ramené des images à Varon qu'on a dérochées. C'était des images où je la filmais, j'osais même la filmer d'assez près. On sentait que j'étais là, mais j'y étais pas tout à fait. Je prenais pas la parole, j'allumais la radio, on me voyait pas allumer la radio. Et je me souviens, on a déroché, et notamment d'un retour de Mariana Otero qu'on avait à ce moment-là comme formatrice, et qui m'a dit « Oui, mais bon,
T'es là, mais t'es pas là. Faudrait quand même qu'on te sente plus que ça. Et quelques jours plus tard, c'était mon anniversaire. Et je me suis dit, bon, quelle meilleure occasion que, que celle d'un anniversaire pour provoquer cette scène à deux. Et j'y suis allée avec ça, en fait. Avec ça. Et quand tu parles justement du temps de tournage où tu as été, du coup, tu es retournée des Rochers, je ne sais pas combien de temps dure la formation. Elle dure 7 semaines. Ok. Ouais. Donc pendant les 7 semaines, tu es allée tourner pendant 7 semaines. Alors même pas, j'ai tourné pendant moins de 3 semaines. Et puis il y a eu quelque chose d'un peu miraculeux sur ce film, c'est que j'étais pas sûre de pouvoir le faire, j'étais pas sûre d'avoir l'autorisation de l'hôpital, les choses étaient ce qu'elles étaient. Mais il y a eu un tel appel d'air au sortir de ce premier confinement qu'ils m'ont donné l'autorisation. Ça vraiment s'est passé comme une lettre à la poste. Je m'y attendais pas du tout. Et donc j'ai vraiment tourné sur 3 semaines. Je savais que c'était bientôt l'été, donc je savais qu'il y aurait à la fois la maison, le tri des affaires, des séquences dans la chambre et des séquences au jardin. Et j'arrivais avec ces séquences et on les dérochait au fur et à mesure. Je voyais ce qui manquait, j'y retournais. Et surtout, le dernier jour de tournage, l'hôpital m'a appelée, j'avais fini, je venais de terminer, pour me dire qu'ils étaient confinés à nouveau, qu'il y avait des cas de Covid. Et voilà. Et l'hôpital a fermé juste derrière pour une durée de presque 8 semaines. Donc il s'est vraiment fait dans une fenêtre, ce film. Et je me demandais justement comment tu leur as présenté le projet, comment elles l'ont accueilli et comment ensuite tu as construit un peu toutes ces séquences là dont tu nous parles. Est-ce que c'était très guidé? Est-ce que tu les mettais dans des situations? Est-ce que tu reproduisais des choses que tu connaissais d'elles? Comment vous avez travaillé ensemble? Alors, j'avais déjà fait une série de photos, donc elles étaient un peu habituées à me voir tourner autour. Voilà. Je voulais aussi vraiment donner à voir le travail des auxiliaires de vie qui est souvent... alors, on en parle beaucoup plus, évidemment, cette dernière année, mais Kani, bon, c'est une femme extraordinaire, mais je voulais montrer ce qu'était cette fonction aussi, très concrètement, ce qu'elle revêtait. Donc, finalement, elles font des choses qu'elles ont l'habitude de faire, mais disons que je les ai provoquées. Par exemple, pour le tri des vêtements, je lui ai dit voilà, est-ce qu'on doit faire le tri des vêtements? Elle m'a dit oui. Mais je lui ai dit j'aimerais qu'on le fasse et que je le filme. Je sais qu'il y a le rituel du gâteau un peu tous les jours, donc je lui donnais rendez-vous à la boulangerie. Je vérifiais qu'elle allait bien acheter un gâteau. Elle me disait oui, elle me laissait la suivre dans la chambre. Voilà. Et ma mère avait accepté aussi. Ce que j'ai fait, c'est que le temps où j'ai filmé, je venais toujours avec la caméra pour que ce soit clair que quand j'arrivais, c'était pour filmer. Et la seule séquence où je suis allée la voir sans caméra avant de filmer, c'était la séquence de l'anniversaire, parce que le dispositif était un peu différent, que j'étais seule. Mais sinon, le vernis aussi, je lui ai proposé de le faire. Oui, c'est des choses qu'elles avaient l'habitude de faire et que parfois j'ai provoquées, que parfois j'ai utilisées quand je savais qu'elles avaient prévu de les faire. C'est ça qui est beau aussi dans ce film, c'est que en même temps, là, dans ce que tu nous dis, on dirait qu'il y a des choses du coup que tu avais repérées en quelque sorte, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des moments comme justement dans le jardin où elle pose des questions tellement intimes sur la féminité et tout, et j'ai l'impression que ça apparaît comme une étoile filante, quoi, mais que pourtant, tu as réussi à placer ça dans ton film. Donc, Et puis qu'il y a je me rappelle qu'on avait parlé, qu'on avait découvert le film, quelque chose qui nous avait marqué, c'était la manière dont tu tenais tes cadres, quoi, et tu restais là dans des discussions parfois vraiment pas simples. Que tout pouvait surgir comme ça Ben oui, il y avait aussi la difficulté de... Bon, alors, c'est ma mère d'une part et elle est malade d'autre part. Et je sais qu'à ce moment-là, je pensais beaucoup à une photographe qui s'appelle Nancy Borowick qui a fait une série de photos sur ses parents qui sont tous les deux atteints du cancer et où elle dit ça justement, qu'il lui a fallu l'appareil photo pour affronter quelque chose, se confronter à quelque chose. Alors, ma mère est malade depuis longtemps, donc disons que je la vois et je la sais malade depuis longtemps. Mais pour autant, c'était quelque chose justement d'être avec la caméra et de tenir les cadres et d'être dans une certaine proximité à elle et à sa maladie. Et je pense que c'était le désir de rendre quelque chose visible aussi, quelque chose qui fait partie de la vie.
Et au fond, pour moi, dans ce film, bien que c'est aussi l'histoire d'une maladie, il y a beaucoup de... notamment la séquence du jardin, il y a quelque chose de très vivant et de très joyeux, de très vivace. Et dans leur lien aussi, c'est ça que j'aime beaucoup observer. Oui, mais c'est très juste. Enfin, c'est vrai que c'est de déplacement tout le temps entre une vitalité immense et en même temps quelque chose de très dur et de perte de repères, de mémoire, d'archivage, tout ça. Oui, exactement. Et c'était aussi évidemment, ça c'est très visible dans le film, je pense, mais un film sur la trace, sur la mémoire, sur comment elle se transmet, comment on en est tous garants. Parce qu'il y a ce jeu-là entre nous trois, qui se souvient de quoi, comment. Et sur la maison aussi, évidemment, oui, c'était la question de la trace qui était en jeu. Oui, qu'on a bien senti. On est obligé de s'arrêter là, je suis désolée. C'était la dernière question, mais merci vraiment, beaucoup. merci beaucoup pour tous ces mots. Merci. Et on va passer au dernier film, Les Étoiles. C'est la perte de repères d'abord, et puis maintenant la prise de repères aussi, des traces nouvelles avec les personnages de ton film. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci de me recevoir. Merci à toi pour ce film qu'on a beaucoup apprécié, comme tous les autres. Eh bien, peut-être que justement tu peux nous parler un peu de ces personnages, de ta rencontre avec eux. Oui, alors j'ai, on va dire, 7 personnages un peu principaux dans le film. Il y en a une que je connaissais déjà puisque j'avais déjà réalisé un film avec elle. Donc il s'agit de Giliana, c'est la twirleuse. Donc c'est la plus vieille, elle a 19 ans. Et sinon, tous les autres, je les ai rencontrés dans le cadre d'un casting sauvage. Je suis allée les voir dans la rue, j'ai parlé avec eux, essayé de les apprivoiser. Voilà. Donc c'était, c'est quand même surtout un film de rencontre avant tout, et c'est ça qui a influencé aussi vraiment l'écriture du film. Enfin, c'est vraiment partie de ces rencontres que j'ai fait le film en fait. Voilà. Oui. Et du coup, est-ce que tu considères qu'il y a une écriture collective au fur et à mesure du casting sauvage ? Oui, absolument. Bah, en fait, j'étais pas du tout partie pour faire un film en fait à la base. Je voulais faire de la vidéo, de la photo. J'étais dans un truc d'exploration, et à partir du moment où je les ai rencontrés, j'ai vu très vite en fait que eux, ils avaient un désir de poser leur pierre à l'édifice en fait, qu'ils étaient forts de propositions. Ils disaient oui, on peut dire ça, on va faire ça. Moi je dis ça, et puis on nous voit arriver et machin. Et je me suis dit mais c'est génial. Enfin, ça m'a tout de suite séduit, et je me suis rappelé que mes premiers films, je les faisais à l'adolescence sans caméra en fait. Enfin, et c'est vraiment le point de départ où j'ai commencé à écouter leurs propositions. Moi, j'essayais de les guider aussi. En fonction de ce que j'entendais en fait dans les phases d'interview. Après je les dirigeais, je leur disais est-ce que vous pensez qu'on peut inventer telle ou telle situation, qu'est-ce que vous préférez, voilà. Et puis ils étaient ravis en fait. Oui, ça se sent que vous vous amusez. Ouais. Et justement, moi je continue pour la question un peu collective, mais par rapport au lieu. Oui. Par rapport à l'esplanade notamment de la BNF, d'abord si tu peux nous en parler un petit peu et de voir comment elle est arrivée, est-ce qu'elle vient par eux, justement c'est un endroit qu'ils fréquentent de base ou vous êtes allés ensemble, puis aussi la chambre ensuite, comment ça vient et cette intimité qu'ils te donnent. Oui, en fait il y a une diversité de lieux quand même pas mal dans ce film, mais c'était un choix dès le départ puisque moi je viens pas de Paris, enfin je suis à Paris pour mes études, mais je suis pas parisienne, et c'était important pour moi de faire, enfin si je faisais un film sur l'adolescence, de parler quand même d'adolescents qui sont pas à Paris. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une partie du film qui se passe à Poitiers, donc c'est la ville d'où je viens. Et en même temps, je ne voulais pas exclure Paris de mon film. Donc, j'avais déjà repéré qu'il y avait quand même pas mal d'ados à la BNF, comme à la Défense, etc. Donc, j'y suis tout bonnement à y aller. Et vu que c'est quand même pas mal des jeunes qui dansent, le rapport avec la caméra, il n'a pas été compliqué, en fait. Parce que soit ils n'avaient pas du tout envie que je les filme, soit ils étaient hyper contents, hyper séduits que je sois là avec la caméra, ils jouaient avec moi. Donc ça s'est fait comme ça aussi. Voilà,
Ça se sent, donc ils n'ont pas de problème avec la caméra du tout. Et justement, moi, ce que j'adore dans le film, c'est toutes ces scènes très clippées aussi, de ralenti, ils sont sublimes. Enfin, on voit souvent l'adolescence aussi comme un âge ingrat, au corps difficile. Et là, ils sont magnifiques, tu épouses complètement leur passion. Il y a ces clips sur les fonds bleus, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quel moment ça vient, comment vous le pensez ensemble, justement, et cette idée peut-être justement de les rendre magnifiques quoi, en permanence Justement, moi j'ai quand même un souvenir de l'adolescence. Enfin, personnellement, j'ai un souvenir assez agréable de l'adolescence où je me rappelle le monde des possibles, voilà, les étoiles dans les yeux et tout ça. Et eux, en fait, c'est ce qui me fascinait quand je les voyais, c'est qu'ils me contaminaient tout de suite avec cette force-là, cette force qui est hyper créatrice. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de leur donner aussi. J'avais envie de... Je savais qu'ils s'entraînent à danser, ils rêvent d'être dans des clips, d'être dans un film. Ils jouent entre eux, ils jouent la comédie entre eux, ils jouent leur propre rôle. Et en fait, moi, j'ai eu envie de leur donner. Et donc, ça s'est fait tout naturellement. Bon, après, ils étaient quand même intimidés aussi. Voilà, c'est pas des acteurs. Mais il a fallu construire tout un rapport de confiance quand même pour qu'ils se lâchent vraiment devant la caméra. Mais finalement, après, ils étaient hyper contents de faire ça. Et en fait, le fait de me donner cette force, parce que vraiment, c'est vraiment ça que j'ai senti sur le tournage. J'avais envie de les montrer aussi comme ça, quoi. De les montrer puissants et qui peut-être contaminer aussi moi les spectateurs du film, quoi. C'était véhiculer cette idée, voilà. Mais c'est vrai que ça se sent que c'est pas seulement tu utilises ces personnages, mais que c'est aussi un film pour eux en fait, et que tu les mets en avant dans ce film. Et moi je me pose la question du coup de leur rapport à la caméra, si c'est pas aussi leur âge et l'adolescence si de base ils ont un rapport à l'image autre en fait, à cette tranche d'âge qui te... Tu parles en termes générationnels à notre époque, à cette époque-là ou à leur époque, à notre époque pour nous, mais à leur époque en tant qu'adolescents. Ouais, aujourd'hui. Oui, après c'est sûr que tous mes personnages, ils sont quand même, ils ont des activités quand même où ils sont en phase avec les dispositifs de représentation. Ils veulent être chanteurs, ils veulent être acteurs, ils font de la musique. Ou ils font des TikTok, voilà, donc ils se filment. Mais même quand je leur demandais de refaire une prise, j'étais bluffée de voir à tel point qu'ils pouvaient la refaire exactement. Ils sont entraînés. Mais justement, il y a des séquences super bavardes, ils sont hyper bons. Et je me demandais, est-ce que vous avez fait des répétitions ? Est-ce que tu leur donnes une situation et à partir de là, tu les lâches ? Est-ce que vous non, c'était un choix de les prendre par surprise. D'arriver le jour... Je me suis dit, je vais rien leur dire. Après, il y a une phase d'interview qui a été très, très longue. J'allais les voir toutes les semaines, je leur posais les mêmes questions tout le temps. Et tu fais quoi ? Et avec qui ? Et à quel moment ? Et trucs, parce que je les connaissais pas, en fait. Voilà. Et donc, ça, je pense, ça les a préparés. Puis, je pense qu'ils s'attendaient un peu à ce qu'on allait faire. Je leur disais, on va montrer ci, on va montrer ça. Mais vraiment, le jour du tournage, je suis arrivée avec le scénario écrit du coup avec les dialogues et tout ça, et ils ont découvert sur le moment mais parce que je voulais qu'ils improvisent en fait. Je sentais que c'était là qu'on allait trouver l'accord entre la fiction, le documentaire, moi ce que j'attendais d'eux et eux ce qu'ils attendaient de moi en fait, et je voulais qu'ils parlent avec leurs mots. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas être trop présente en amont, en fait, dans la direction d'acteurs, parce que je voulais que ce soit eux qui prennent la parole quand même, finalement. Tu leur donnes trop généreusement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du montage aussi, parce que tu as une sacrée structure. Ça a beaucoup de personnages, des lieux différents, des ponts très beaux, avec la musique, c'est vraiment ce qui les relie, et la danse. Un peu comment ça s'est pensé Le montage, ça a été assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, des histoires très différentes, des lieux très différents. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Mais l'idée, c'était que chacun nourrisse l'autre et que finalement, on puisse... Je voulais pas de comparaison. Ça, c'était vraiment le maître mot, en fait. C'était pas dire province, Paris, les vieux, les jeunes. Voilà.
du coup, il y a le personnage d'Andrea qui fait un peu le pont, finalement. Tu peux nous rappeler Andrea? Andrea, c'est la fille qui veut devenir K-pop idol. Oui, qui est à la fois éloignée et en même temps... voilà. Oui, qui est quasiment à la télé, elle est déjà... Mais oui, ça a été très complexe, mais je me suis rattachée en fait au moment de rêve. C'est au moment où on est le moins dans la réalité dans le film que là se créent les ponts entre les personnages. En fait, Kathleen qui écoute de la musique et en fait on passe de le couple à Kathleen, et en fait c'est ça qui a fait que les personnages se sont liés, ouais. Mais c'était un gros travail de montage. Mais c'était quelque chose que tu avais en tête, justement, de faire un film de bande, quoi, malgré l'éloignement? Parce que ça révèle vraiment ça, je trouve. J'avais envie de les mélanger, ça c'est sûr. J'avais envie qu'on les revoie, créer du mystère un peu, qu'on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Mais ouais, je pense que c'est tout. Ouais. Et est-ce que du coup il y en a que t'as choisi et d'autres j'ai pas envie de dire supprimé, mais en tout cas au montage mis de côté, ou parce qu'ils sont quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, comme tu disais, c'est un peu une constellation de jeunes, et du coup je me demandais à quel moment, si tu t'étais dès le casting sauvage, en fait, si t'étais partie avec un nombre précis de gens que tu recherchais. Non, pas du tout. En fait, à la base, je voulais vraiment je voulais pas faire un film, je voulais faire une sorte d'installation avec limite encore plus de personnages. Je voulais un truc hyper diversifié déjà dès le départ. Bon, finalement, ça s'est restreint avec les autorisations que j'ai eues et tout ça. Puis bon, il y en a qui disent oui, et puis très vite, ils sont plus dispo, quoi. Mais non, je savais pas combien de personnages allait avoir, mais oui, j'ai supprimé des trucs. J'ai supprimé énormément de trucs. Mais c'est comme dans tout film, hein, on est obligé de... C'est pas parce que c'était pas bien, c'est juste que il y avait pas de cohérence, et comme on disait précédemment, le montage était assez complexe. Il fallait quand même qu'on voit un lien narratif, un minimum à tout ça. Donc oui, il y a énormément de trucs de plans qui sont pas dans le film. Mais c'est pas grave, ce sera pour un prochain truc. Voilà, c'est de la recherche, c'est toujours... mais oui, dans le documentaire, on filme beaucoup. Donc, est-ce que du coup, tu as envie de retravailler avec à partir de ces images, ou avec ces personnages? Ces mêmes personnages, ouais, je pense qu'un jour, je referai un film avec eux. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début, Gilliana, j'avais déjà travaillé avec elle. Je pensais pas spécialement retravailler avec elle. Elle veut pas devenir actrice ou quoi, mais bon, on crée quand même des liens assez intenses comme ça dans le documentaire, avec des gens qu'on connaît pas. Et puis vu que c'est des ados, on a un rapport particulier quand même. On les voit grandir, et puis j'ai un rapport intime quand même avec eux. Je sais des trucs d'eux. Enfin voilà, forcément ils m'ont raconté leur vie, donc je me dois quand même d'être présente aussi pour eux, et de toute façon je leur dis n'importe quel moment ils peuvent m'appeler ou quoi. Mais ouais, je pourrais refaire un film avec eux. Et avec d'autres, j'espère. Et juste pour conclure, mais tu disais que tu étais partie sur autre chose, que finalement tu t'es fait embarquer là-dedans, et que c'est le documentaire qui l'a emporté. Est-ce que tu en faisais déjà avant, et est-ce que tu penses que ça va t'amener à en faire de nouveau Du documentaire ? Ouais. Oui. Oui. Le film que j'ai fait avec Gilliana, c'était un documentaire aussi. Ouais, j'ai envie de continuer, et en même temps, l'hybridation qui est dans le film, avec le clip, un peu de fiction, ça m'a quand même beaucoup plu. C'était clairement aussi amené par eux, parce que c'est comme ça qu'ils se représentent, en fait. Ils se représentent dans des films hollywoodiens avec, je sais pas quoi, du slow motion. Bon, le film n'est pas un film hollywoodien, mais... Non, mais tu vas loin quand même dans la représentation. Mais l'hybridation de tout ça, ouais, ça me plaît. Parce que, en fait, c'est cette diversité qui pour moi a fait que c'était bien représenté, ces portraits, en fait. C'était avec cette diversité-là que j'ai réussi à les représenter. Donc oui, je pense continuer dans cette voie-là. Super. Merci beaucoup, merci pour ces classes.
Et merci Agathe. Merci pour toutes ces questions.